Ramzat Chimaev ou Nassourdine Imavov pour le prochain title shot chez les middleweight, c'est un peu la question du moment et on craint que ça soit Chimaev, notamment parce qu'il est plus connu. En effet, historiquement, les combattants les plus discrets obtiennent moins d'opportunités que ceux actifs sur les réseaux avec un personal branding travaillé pour faire parler et faire du chiffre. Aujourd'hui, avec John, on se demande quelle est la place de la communication, du personal branding dans le sport et plus particulièrement dans le MMA, et ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. John, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis content de faire ce petit podcast. Je sais qu'on a déjà touché plusieurs fois ce sujet, mais là, le fait de pouvoir faire un focus global dessus, parce que sur les 7 derniers jours, il n'y a pas beaucoup d'actualités à traiter. Donc ici, on est au cœur du sujet. On a une rumeur assez solide comme quoi Jake Paul contre Canelo pourrait se faire. On a évidemment Chimaev, Nassourdine, lequel est le prochain pour le titre, qui se pose comme question. Et historiquement, les Belal Mohamed, les Merab Dvalishvili, ils ont dû faire beaucoup plus de victoires que des Alex Pereira, par exemple. Donc on sait que ceux qui sont plus actifs sur les réseaux ont généralement plus d'opportunités. Et donc aujourd'hui, on va simplement essayer de donner un peu plus de lumière sur l'importance que ça peut avoir, les risques, les points d'attention et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que ça te va si on commence directement par le sujet souvent très tabou, l'aspect financier? Quelle est la plus-value de travailler sur le personal branding, sur la communication d'un point de vue financier? Et peut-être même avant ça, juste établir une base de ce qu'on entend ou de ce que toi tu entendrais par... on va garder le terme personal branding, je pense que ça colle bien au sujet du jour. Bah ouais, enfin, c'est un sujet tellement large, c'est un petit peu compliqué de le prendre de cette manière-là, mais en gros, il y avait des faits qui étaient assez marquants, qui avaient choqué pas mal de gens d'un point de vue sportif et personal branding. Je crois que le meilleur exemple, c'était Cristiano Ronaldo, qui lorsqu'il était, je crois que c'était au Real Madrid, je sais pas s'il était encore au Real Madrid à ce moment-là, gagnait plus avec son compte Instagram qu'en tant que footballeur. Et en fait, c'est assez fou parce que le montant qu'il a été payé en Arabie Saoudite, c'est principalement pour des enjeux de géopolitique. Et c'est par rapport à son image qu'il a été pris parce que en tant que joueur, ses capacités en tant que joueur, vu l'âge qu'il a, maintenant, c'est plus le top du top mondial. Enfin, il est toujours incroyable. On va pas dire ce qui n'est pas, mais c'est pas Ronaldo d'il y a 5-10 ans, quoi. Donc, du coup, c'est plus pour le personal branding qu'il arrive à avoir un salaire qui est mirobolant. Donc, c'est ça qui est important ici, c'est de comprendre que le personal branding maintenant est dans tous les aspects, pas juste d'un point de vue sportif, permet d'avoir des accélérations de carrière incroyables. Et on pense à des personnes qui sont beaucoup plus proches de nous. On l'a déjà donné 1000 fois en exemple, mais c'est pour que tout le monde puisse avoir un exemple concret. C'est Paul Dana. Paul Dana, qui est, pour ceux qui le savent toujours pas, donc un combattant amateur qui va bientôt passer en professionnel, qui grâce à son personal branding, c'est-à-dire à la création de contenu, au personnage qui s'est créé, bon, je sais pas si on doit parler de personnage dans son cas, mais lui a permis d'avoir une accélération de carrière qui est quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'il peut combattre devant des milliers de personnes et en une rémunération, etc., et avoir une visibilité très importante et probablement un très bon contrat à partir du moment où il rentrera. Si ça avait été la même personne et qu'il était rentré dans une promotion, probablement qu'il n'aurait pas eu le même type de contrat s'il avait juste été bon ou s'il avait eu le même niveau. Ouais, de fait, je pense que ça, c'est un peu la base. Tu vas prendre deux profils similaires. Celui qui va attirer le plus à la fois les sponsors, mais aussi les promotions et les opportunités, on va dire, extra-sportives. Par exemple, commentateur pour une chaîne télé, ça va être celui qui a le plus d'engagement sur les réseaux. Donc ça se mesure un peu comme ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est presque impossible de vivre bien dans le sport sans ça. À moins vraiment
mais d'avoir des performances sportives extraordinaires, ultra divertissantes. Mais au final, si tu es très discret sur les réseaux, mais que tu fais des performances extraordinaires, juste le fait de partager un peu de highlights et tout, ça va te faire une grosse fanbase. Donc, il y a deux axes. Il y a vraiment l'axe où tu vas recruter ou engager des nouveaux fans par ta communication. Et puis, il y a évidemment l'axe sportif qui va te permettre d'accélérer, de booster cet engagement. Mais en fait, il y a énormément de gens qui se plaignent toujours de cet aspect, mais on ne sait pas enlever le fait que le sport, c'est un business. Voilà. L'entertainment, ça en est et ça l'a toujours été. Le fait que des gens payent pour voir d'autres personnes faire quelque chose, s'il y a personne qui est intéressé et que personne paye, le sport, tu peux être aussi bon que tu veux, tu n'en vis pas. Et donc, si jamais il y a eu autant d'engouement par rapport au MMA, c'est parce qu'il y a une figure en particulier qui l'a rendu vraiment extrêmement mainstream. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'était vraiment sa personnalité et le fait qu'il ait autant de visibilité, on va dire, médiatique, qui a fait que ce sport a eu autant de visibilité. Si Conor McGregor n'avait pas été là, je dis pas que le MMA n'aurait pas été présent parce qu'il y a d'autres facteurs qui ont joué énormément. Par exemple, le Covid en 2020, qui était le seul sport qui avait autant de visibilité, enfin la possibilité d'être pratiqué, et qui a vraiment accéléré pas mal de choses. Mais sans Conor McGregor, il y aurait pas eu, ça aurait mis beaucoup plus de temps, on va dire. Je dis pas que ça serait pas arrivé là, mais ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que si on devait à chaque fois se baser juste sur les performances sportives, et c'est ce que beaucoup de gens aimeraient dire, voilà, pourquoi est-ce qu'il faut toujours avoir la présence, etc. C'est tout simplement parce que qu'on l'aime ou pas, le foot, le MMA et tous les autres sports, c'est un business. C'est un business. Il y a des personnes qui doivent organiser. C'est des risques économiques que de devoir créer un stade, que de devoir remplir des salles, que de devoir faire la promotion, que de devoir payer énormément de personnes. Et donc, si on ramène des personnes où on se base juste sur l'aspect sportif et qui n'arrivent pas à remplir ces salles, bah c'est simple, il y aura plus de salaire pour ces personnes-là. Donc, je crois que c'est un microcosme qui doit vivre avec de tout. Il y a des personnes qui sont plus discrètes. Un bon exemple pour moi, c'est Nassourdine. Le fait il met plus de temps pour arriver là où il en est, parce que son personnage n'est toujours personnage, je parle plus de son identité visuelle, son branding, etc., est beaucoup plus discret que quelqu'un d'autre allez, Sean O'Malley, pour donner un contre-exemple, un exemple différent que ceux qu'on cite toujours, bah, clairement, va avoir beaucoup plus de visibilité. Pourquoi? Parce que même lui, pareil, il gagnait plus en dehors du sport que en tant que combattant. Bon, maintenant, j'imagine que ça doit être un petit peu différent. Mais en tout cas, à la période où il faisait ses lives, etc., il avait déjà suffisamment d'argent. D'ailleurs, il le disait, pourquoi est-ce que je vais combattre contre de meilleures personnes pour un montant aussi ridicule? Ouais, après, là, il y a une dualité entre les deux. C'est que quand tu te fais connaître grâce à un sport, ben, le fait de combattre va te rendre plus légitime dans tout ce que tu fais en dehors du sport. Et donc, il va accepter de combattre pour moins cher que ce qu'il peut gagner juste avec un placement de produit, par exemple. Mais c'est parce que grâce à ce combat, il pourra encore renégocier. Il aura un nouveau levier de négociation avec ses différents partenaires. Il y a un élément dont tu as parlé 2 fois, que je trouve super intéressant, parce que c'est un peu là où je voulais en venir, c'est le temps. Tu as dit, sans McGregor, on serait potentiellement arrivé à ce niveau de mainstream pour le MMA, mais plus tard. Nassourdine, il est plus discret sur les réseaux, donc pour arriver à ce title shot, ça peut lui prendre plus de temps que là on pourrait prendre Chimaev, ou tu as cité Sean O'Malley. Et donc c'est un peu ça le calcul à faire. Si tu n'aimes pas les réseaux, si tu n'as pas envie de faire ce travail de créer ton personnage, et encore une fois, quand on dit créer un personnage, ça peut juste être toi, sans filtre, totalement transparent, mais ça reste un personnage que tu donnes au public au travers de réseaux sociaux. Si tu veux pas faire cet effort, tu dois être conscient que ça va te mettre plus de temps. Parce qu'encore une fois, la même personne que toi, qui a le même palmarès, qui a le même niveau de divertissement dans la cage, mais qui fait cet effort sur le côté, il va aller plus vite. Il va aller plus vite pour 2 raisons. Parce que il va plus intéresser les promoteurs, donc les opportunités viendront à lui plus facilement. Et en plus de ça, l'aspect financier va augmenter, parce qu'il aura plus de sponsors, parce qu'il aura plus de revenus grâce à ce qu'il fait en dehors de la cage. Et on le sait très bien, quand tu as plus de revenus, c'est plus facile d'accéder à certaines choses. Et généralement, quand tu as de meilleurs accès,
bah, tu peux t'entraîner de manière plus optimale, tu peux gérer ton temps de manière plus optimale aussi, tu peux faire un focus plus important sur la récupération, tu peux diminuer ta charge mentale, et tous ces éléments-là sont des éléments qui contribuent à la performance sportive. Ça, c'est les conséquences directes. Il y a aussi les conséquences indirectes. C'est-à-dire que combien de combattants ont eu des laissez-passer ou des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes pour eux parce que c'était des personnes publiques. Un exemple, pouvoir choisir certains combats. John Jones, on l'a vu, voilà, c'est le seul qui peut se permettre d'avoir, on va dire, certains combats dans certaines conditions de cette manière-là. Bah voilà, si tu avais eu des bonnes performances, simplement des bonnes performances, mais que tu ne vendais pas comme Demetrius Johnson, c'est un très bon exemple. Alex Pereira a réussi à avoir cette accélération pour la raison sportive, qui est toujours très intéressante lorsqu'elle est couplée au reste, mais c'est aussi parce que il y avait une histoire. Donc, le fait d'avoir été accéléré de cette manière-là, donc, par exemple, tu peux avoir des combats qui te sont plus favorables. On le voit avec Paddy Pimblett. C'est encore mieux comme exemple que je trouve qu'Alex Pereira, c'est Paddy Pimblett. Parce que Paddy Pimblett n'a pas les mêmes résultats qu'Alex Pereira. Bon, il était champion Cage Warrior, mais je veux dire par là que Alex Pereira, c'est plus le narratif. Tandis que Paddy Pimblett, c'est le persona qu'il a créé. C'est ses cheveux, c'est tout le trash talk, c'est tout ce qu'il fait en dehors. Enfin, trash talk, c'est pas vraiment du trash talk, mais c'est plus, du Liverpool talk. Voilà, c'est ça. On va appeler ça comme ça. Du Scouser talk. Je sais pas faire son accent. Mais du coup, je trouve que Paddy Pimblett, c'est le parfait exemple. C'est que il a réussi à se retrouver top 15 avec des match-ups qui étaient intéressants. Et parfois même, je me demande s'il n'y a pas eu des décisions intéressantes. On parlait d'avantages indirects. Parce que on se dit, peut-être que pour l'industrie, ça peut être intéressant. Principalement en boxe. Si on doit prendre dans d'autres sports, c'est encore plus marqué en boxe. On se dit que la valeur de quelqu'un d'un point de vue marketing peut avoir une certaine influence, par exemple chez les juges, plus que ce qu'on a vu en tout cas encore au MMA. Et donc, pour moi, je le vois toujours en tant que, enfin voilà, si jamais on dit qu'il y avait Fight Minds Management ou n'importe, et qu'on se disait voilà, on doit prendre un combattant. Et je vais prendre des exemples concrets. Je vais prendre un exemple très concret. Admettons, parce que j'ai toujours voulu faire l'exercice. Admettons qu'on doit prendre Axel Sola. Qu'on se dise, voilà, Axel Sola, maintenant, on doit faire quelque chose avec lui. On voit que ses résultats, maintenant, parlent pour lui. Ils sont bons. Ce qu'il est en train de faire à l'arrêt, c'est vraiment très bien. Mais on sent que c'est encore, on va dire, un petit peu compliqué pour arriver à l'UFC. Et qu'on se dise, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va encore prendre certains combats pour essayer de prouver qu'il faut aller à l'UFC, enfin que les portes doivent être ouvertes à l'UFC, ou est-ce qu'on se focalise pendant 1 an à essayer de développer peut-être un seul combat, mais vraiment un truc online pour faire toute une promotion, un petit peu comme ce qu'avait fait Road to UFC Morgan. Donc et de se dire voilà, est-ce qu'on se focaliserait là-dessus pour rentrer par la grande porte? Parce que peut-être que maintenant, Axel, ils vont lui dire, OK, ça va, on est intéressé, mais il doit peut-être passer par les Dana White Contender Series où on sait qu'il y a énormément de monstres. Ça, c'est la première chose. Donc peut-être qu'il devra rajouter 1 à 2 combats pour pouvoir être à l'UFC, on va dire, normal. Et donc, du coup, tu te dis, admettons qu'il soit favori. Qu'il soit favori à, je sais pas, 60-40. Un truc comme ça. Ça veut dire que 2 combats à 60-40, ça veut dire qu'il y a quand même un sacré pourcentage de chance qui fait, enfin, qui est non négligeable, qui est significatif, qui fait qu'il ne puisse pas rentrer à l'UFC. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si jamais il rentre à l'UFC, il a un mauvais départ. Admettons, il perd son premier combat ou un deuxième combat. Peut-être que si jamais c'est quelqu'un qui a des bons résultats comme Taylor Lapillus, pour à chaque fois donner des exemples différents, bah c'est possible qu'ils disent non mais en fait on n'en a pas besoin et il le sort alors il avait même pas perdu. Donc il y a tellement d'avantages à pouvoir dire je suis une personnalité, une figure médiatique, les gens me suivent pour telle ou telle raison, qu'en fait, en additionnant tout ça, ça fait que des bons match-up, si tu perds, c'est pas grave, on va pas te faire passer par le Dana White Contender Series, etc. C'est tellement énorme, ça change tellement une carrière que je trouve que c'est trop regardé sur le côté et trop de la manière un peu puriste. J'entends souvent dire, et je le comprends, je suis pas en train de dire non, je comprends pas du tout, mais juste de se dire ah oui mais bon c'est que du sport. Je trouve que c'est avoir une vision limitée et de se dire que c'est
une vision idéaliste de ce que ça devrait être. Moi aussi, j'aimerais que ce soit comme ça, que simplement que les résultats purement sportifs soient pris en considération et comme ça, les personnes, ce serait de la méritocratie pure et encore parce que ça demande beaucoup de travail d'être une personnalité publique. On en reviendra. Exactement. Ça c'est un peu le deuxième volet de ce podcast. On va y venir. C'est sur l'effort que ça représente et les points d'attention et tout ce qui s'ensuit. Là, on va tout de même rester sur tout ce qui est. Là, on a parlé des deux gros aspects, l'aspect financier et l'aspect opportunité sportive. On va appeler ça comme ça. Et je pense que là, tu viens de bien énumérer tout ce qu'on peut gagner à faire cet effort d'être plus connu grâce au réseau et pas uniquement grâce au sport. Donc je propose qu'on fasse un petit placement Unibet puisque on parle de finance et après on se retrouve, ce sera le seul placement de la vidéo, donc vous inquiétez pas. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Un point qui me paraît très important maintenant, et ça fait très bien le lien avec ce que tu viens de dire par rapport aux anciens qui sont un peu anti-réseau et qui aiment pas voir ça. Là où on peut se rassurer, c'est que certes, le fait d'être connu sur le réseau, tu vas potentiellement moins vite te faire virer. Cela n'empêche que si tu fais que du réseau, mais que tes résultats sportifs ne suivent pas, tu vas pas obtenir un title shot à l'UFC. On va prendre l'exemple clé, CM Punk, le seul combattant de l'histoire, si je dis pas de bêtises, à avoir signé à l'UFC sur un 0-0. Il faisait ses débuts à l'UFC, le mec. Mais il a perdu ses 2 premiers combats, il n'a pas eu une 3e chance. Donc à partir d'un moment, tu peux être aussi connu que tu veux, tu vas pas faire long feu si les résultats sportifs ne suivent pas. Et maintenant que je dis ça, est-ce que James Toney avait pas fait son combat contre Randy Couture à 0-0? Bref, les exemples se comptent sur quelques doigts, mais ça dépasse pas une main. Donc voilà, là c'est peut-être l'aspect rassurant pour les anciens, c'est que tu dois avoir les résultats sportifs qui suivent. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve, mais il y a toujours des contre-exemples. Donc si on doit prendre un spectre complet entre d'un côté quelqu'un qui serait 100% sportif, probablement parce que j'allais dire Dimitri Johnson, mais non, en fait il a sa chaîne YouTube. Ouais, non, mais en fait, il gère très bien son après-carrière. C'est ça. Mais on a beaucoup d'exemples de gars qui sont. Tu cherches quoi? Quelqu'un de performant et discret? C'est ça, le gars du basket, c'est un super bon exemple, c'est lui, mais il n'y a pas cet exemple en MMA. Il y a un basketteur que tu vois qu'il est juste là pour bosser et en fait, il a des bons résultats, mais il s'en fout de tout ce qu'il y a de côté. J'ai oublié comment il s'appelle. Il y en a probablement qui peuvent m'aider dans les résultats. En gros, c'est un gars, j'ai oublié comment il s'appelle. Désolé je suis pas trop le basket, mais je me rappelle ce gars. En fait, si tu veux, il y a un basketteur qui fait des résultats mais exceptionnels. Et à chaque fois que tu le vois en interview, mais il est blasé, il veut juste rentrer chez lui, il s'en fout du basket. Lui, mais à la limite, c'est ça son branding, tu vois. C'est ça, à la limite, c'est ça sa marque de fabrique, tu vois. C'est sûr, c'est un branding, mais tu le vois que c'est réel. Le gars s'en fout. Il dit tu viens de battre tel record, tu viens de faire tel truc, qu'est-ce que ça te fait? Et en fait, il s'en fout. Il s'en fout complet, mais c'est purement ses capacités sportives qui font qu'il est là. Et pour lui, c'est je vais au taf. Donc, admettons, je me demande qui te fait penser à ça en MMA? Un champion que tu peux dire qui est vraiment purement, ouais, non, même pas, j'allais dire Belal ou Léon. Mais tu dois aller peut-être chercher chez les femmes, tu vois, Weili Zhang. Et encore. C'est peut-être à cause de la barrière de la langue. Ouais, je crois que c'est la barrière de la langue. Enfin, ou c'est peut-être pour ça que je vois pas grand-chose d'elle sur les réseaux. Après, je suis pas un mec des réseaux non plus, donc je suis pas beaucoup de combattants sur les réseaux. Mais attends, tu sais quoi? Regarde, on va prendre l'UFC ranking. Ouais. On va regarder tout le top 5 et il y a bien un nom qui sera un bon exemple, tu vois. Mais non, je sais. Stipe. Ouais, voilà. Ouais, très bon exemple. Stipe, voilà, Stipe. Je me disais purée, mais il y avait quelqu'un. Ok, si tu prends Stipe, on va dire que Stipe, c'était purement résultat. Et tu prends de l'autre côté, on va prendre quelqu'un qui se combat de temps en temps, mais qui en fait est purement de l'entertainment. On va dire que c'est les influenceurs. Logan Paul. Voilà, un très bon exemple. Ouais. Qui combat, mais qui est pas vraiment combattant, mais voilà, en termes de résultats, c'est 0. Mais par contre, en termes d'entertainment, c'est 100%.
Ouais. Et puis au milieu, tu aurais les gens qui sont entre les deux. Donc pour moi, c'est Morgan. C'est Morgan qui a fait une partie entertainment et une partie entre les deux. Bah, c'est fou parce que avoir un combat contre Floyd, c'est quand même la plus grosse accélération que tu peux avoir de tout, alors que de l'autre côté, tu peux rater certaines choses dans ta carrière. C'est ça que je veux dire, c'est que même si tu devais choisir entre les deux, c'est quand même fou parce que tu te dis, bah, tu peux avoir un combat contre Mike Tyson qui est le combat le plus regardé. Je parle de boxe, hein, là, pardon, mais c'est juste, Bah, c'est le même principe. Ouais, c'est ça. Donc, et je pense même que si jamais il y avait certaines personnes qui étaient extrêmement connues, qui avaient voulu venir genre à l'UFC, je dis par exemple Jake Paul, je crois que ça pouvait se faire à un moment donné. Bah, tu te dis, c'est quand même fou que d'un point de vue sportif, Jake Paul a zéro. Bon, il a fait un peu de lutte, maintenant il fait vraiment de la boxe très sérieusement, mais en tant que juste en MMA pur, on était en train de discuter, de voir s'il allait faire un combat à l'UFC contre, je me rappelle plus très bien contre qui c'était, mais alors qu'il y a des gars qui sont monstrueux, qui ont tous les résultats, qui ont été champions dans différentes promotions et qui n'ont pas la possibilité de le faire. Donc même entre les deux, c'est horrible à dire, mais l'entertainment gagne. Ben, bien sûr, en fait, il y a un autre exemple récent, je crois que c'est au mois de décembre, il y a eu l'événement Rebeu d'Ether, l'événement de Rebeu d'Ether. C'était que des influenceurs les uns contre les autres. Il y a eu Greg MMA contre lui d'ailleurs. J'ai pas les bourses, mais j'imagine que tous ces boxeurs qui sont plus créateurs de contenu de base ont gagné beaucoup plus que une grosse partie des boxeurs professionnels actuels, et tous ces boxeurs dont je viens de parler leur roulent dessus. D'un point de vue de niveau, c'est incomparable. Tous ceux qui ont combattu sur cet événement, tu les mets contre des boxeurs pros qui sont à 5-0 et qui gagnent pas énormément pour leur combat de boxe, bah, ils leur roulent dessus. Donc effectivement, je te rejoins. Si on parle d'argent, et même si on parle de certaines opportunités, les réseaux vont te donner beaucoup plus que le sport uniquement. C'est ça. En fait, c'est pour ça que là, quand on a voulu mettre ça, donc Fight Minds, avec quand on était en train de réfléchir à la direction qu'on voulait donner au départ. Exactement. Je viens de faire ça pour le montrer, mais ça se trouve c'est coupé ici. Non, on voit pas que c'est écrit, tu vois. En fait, c'était ça, c'est que on voulait vraiment avoir vraiment une analyse globale et pas juste rester sur l'aspect purement résultat. Et parmi tout ça, parmi tous ces éléments, on se dit quand même, voilà, il faut surtout pas négliger cet aspect, malgré le fait qu'on comprend les critiques qui puissent être faites par rapport à ça. En reprenant l'exemple qu'on voulait donner au départ, par rapport à Axel Sola. Si jamais on devait prendre, si on devait s'occuper d'un combattant, première chose, j'insisterais, je pense que tu ferais pareil, mais 1000 fois pour essayer de créer quelque chose. Et le problème, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension de ce qu'il est possible encore maintenant, parce que les exemples qu'on a donnés maintenant sont les mauvais exemples, ceux pas les mauvais, mais non, on a donné, en fait, on a donné des exemples de personnes qui n'ont pas peur de se faire détester et qui ont cette logique de McGregor, love me or hate me, you will pay for my fight. Donc c'est leurs objectifs, c'est vraiment de se faire aduler par une partie en sachant que ça va choquer une autre partie qui va les détester. Polarisé. Mais dans les deux cas, voilà, on voudra voir leur combat, que ce soit pour les voir gagner parce qu'on les supporte ou pour les voir perdre parce qu'on devient anti. C'est ça. Et en fait, c'est ça le plus gros souci, c'est que les gens s'imaginent souvent que le plus important, c'est de faire en sorte de rentrer dans cette case. Et un très bon exemple, c'est que Nassour, Fares, etc. ne rentreront jamais dans cette case. C'est pas eux, et c'est même juste pas possible, parce que même s'ils essayaient de le faire, on a déjà vu certains combattants le faire, où c'est pas leur nature, ça sonne faux. Et alors, ça fait un effet qui est encore plus bizarre. Alors qu'il peut y avoir des combattants qui vont avoir une histoire, quelque chose à raconter, et alors avoir quelque chose qui crée un persona ou une histoire ou quelque chose qui touche beaucoup plus de personnes, et alors qu'ils font que les gens veulent le suivre. Par exemple, vas-y, je t'en prie. Mais j'allais justement citer des exemples parce que je pense que c'était le bon moment, donc j'ai pas envie de te couper. Non, vas-y, je vais te voir ceux que t'avais.
Mais tu vois, ça c'est les plus simples. Après, tu sais pas inventer une histoire, mais t'as les Francis Ngannou, t'as les Charles Oliveira, ils sont très peu détestés. Enfin, si tu fais un sondage, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous l'aimez pas, ça va être, je sais pas, moi, j'invente, mais ça va probablement être 95% je l'aime bien, 3% je suis neutre et 2% je l'aime pas pour une raison X ou Y. Donc, encore une fois, on n'est pas sur ces figures polarisantes comme les frères Paul, comme Conor McGregor, même Mayweather, où tu vas plus avoir du 50-50, ou enfin, ça va être beaucoup plus varié, mais 0% de neutre. C'est surtout ça la différence. Donc effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'exemples aujourd'hui de gars qui sont plus sur la communication positive avec un personnage beaucoup plus bienveillant, passe-partout, mais qui fait quand même parler. Ouais, c'est ça, c'est que le pire, T'avais d'autres exemples? Non, mais Ça je voulais donner, il y en avait plein. J'ai espié aussi le fait que c'est plutôt, il y a certains où ils vont jouer la carte de la motivation, de dire voilà, j'étais éboueur. C'est un bon exemple. Enfin, on parle même pas de Ngannou parce qu'il y en a pas beaucoup d'Ngannou, ça c'est sûr certain. Non. Mais je veux dire par exemple, GSP qui était éboueur et qui se tapait, je sais plus combien d'heures, je crois que c'était 4 heures le vendredi soir et puis il repartait juste après. 4 heures retour pour le Canada et pour aller jusque New York parce qu'il y avait pas de prof de, je crois que c'est de Jiu-Jitsu, je sais plus exactement si c'était le Jiu-Jitsu ou plus. C'est pour aller chez Danaher, je pense qu'il faisait ça. C'est ça. Donc, il y avait plein d'histoires. Ça, par exemple, c'est la carte de la motivation. Mais il y a plein de cartes à jouer qui, je pense, un jour vont l'être. Il y en a où je pense qu'ils vont l'être. Par exemple, il y avait un gars, il y a pas très longtemps, je me suis dit, si je jouais cette carte, ça fonctionnerait tellement bien. Je sais pas si tu te rappelles, il y a eu un combattant qui s'était fait offrir une maison par par The Rock. Ouais, The Rock. Mais Temba. Il y a Gore et Tem dedans. C'est ça. Je sais plus. Pardon, désolé, j'ai oublié. Temba Gorimbo. Temba. Alors, je me suis pas trompé alors. Trop bien. Du coup, t'imagines s'il y avait quelqu'un qui disait voilà, moi mon rêve, et il y a des gens comme ça. C'est ça le truc, c'est que bon, il faut que ce soit honnête, mais qui disent voilà, moi, mon rêve, c'est juste de pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir, je dis une bêtise, tu vois, construire, je sais pas, un hôpital à tel endroit ou faire tel truc. C'est que si tu racontes ce rêve-là, et que tout le monde se rallie à ta cause et que comprenne pourquoi est-ce que tu le fais parce que tu racontes une histoire personnelle de quelque chose qui t'est arrivé ou je sais pas, t'as voulu, je me rappelle de trucs, moi l'histoire qui avait touché en Amérique latine, ça avait vraiment bien fonctionné, mais ça a pas, ici on en avait pas tellement parlé. Mais comment il s'appelle, pardon, désolé pour les prénoms, tout le monde sait, j'ai des soucis avec les prénoms. Mais comment il s'appelle encore l'équatorien qui s'est battu contre Sean il y a pas très longtemps? Marlon Vera. Chito, moi j'avais Chito en tête. Ouais. Chito, à la base, il se battait pour payer l'opération de sa fille. Et ça a été un carton. Exact. Et ça a été un carton. Les gens, ils étaient à fond derrière. Et tu voyais, et sa phrase, ça avait été, je me bats pour un jour, parce que sa fille avait un souci, elle pouvait pas, c'était un problème au visage, mais je me rappelle plus exactement ce qu'elle. Et il a dit, j'ai jamais vu ma fille sourire. Je me bats pour qu'un jour je puisse payer son opération et voir son sourire. Mais dinguerie, c'est que tout le monde, et il le dit avec les larmes aux yeux. C'est fort. C'est très très fort. C'est super fort. J'ai des frissons. Ouais, voilà, juste, tu me rappelles le truc, j'ai des frissons. Et moi, je me bats pour voir ma fille sourire. C'est un truc de dingue. Et bon, bien sûr, il a un souci par rapport à ça. Et je donne une autre carte. Il y a énormément de cartes, mais je trouve que c'est ça que j'essaye d'expliquer, c'est de dire, il peut y avoir des cartes qui sont un peu plus touchy, mais par exemple de dire, je dis une bêtise parce que ici ça avait été un peu compliqué avec la France, avec les tournures que ça prend, mais dire la France m'a tellement offert, j'aimerais être le premier à offrir une ceinture à la France. C'est une bêtise. Mais parce que je sais que ça peut être pris vers le nationalisme, etc., du mauvais côté. Mais si c'est pris dans un pays où il n'y a pas tous ces soucis-là, de dire voilà, moi mon rêve, c'est de pouvoir revenir et dans mon pays de montrer qu'en fait on sait faire des choses dans ce pays. Tu peux rallier tellement de gens à une cause. Ici, comme je l'ai dit, il y a toute la partie négative qui est en France avec le nationalisme. Mais si jamais tu disais ça par rapport, un exemple au Mexique, il y a personne qui va dire bon, il y a le nationalisme, il y a l'immigration, il y a tout ça, il y a pas tout ça. Donc, au final, tu pourras avoir tellement de peuple et à chaque fois que tu prends le micro, tu vas dans cette direction et que tu rallies les gens, mais tu peux avoir une histoire. Ta caption sur Instagram, c'est ça. Mais tous les gens de ton pays vont se dire putain, j'ai envie de l'appuyer, tu donnes tes interviews, c'est ça, etc. Enfin, tu comprends? Ça dépend le message, le narratif et tout l'arc. Et celui qui l'avait compris, et je le répète, c'est Morgan.
Road to UFC, tu comprenais que tout ce qu'il faisait, toute son histoire, que quand tu le suivais, c'était pour ça, et ça a fonctionné. Et donc, il avait pas besoin d'être polarisant en parlant mal des gens, etc. Au contraire, il a eu des hauts et des bas, et je trouve que son histoire est tellement incroyable, justement parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Et donc, quand les gens disent oui, mais ça, c'est pas moi, mais tout le monde a quelque chose à raconter. Faut chercher, mais il y a quelque chose à raconter. En fait, depuis que tu dis ça, il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est le TED Talk le plus vu au monde, à moins que ça ait changé récemment, mais c'est voilà, c'est Simon Sinek, Start with Why, c'est commence avec ton pourquoi. Et en fait, dans le monde du MMA, si t'arrives à phraser ton pourquoi et à trouver l'angle de communication qui va toucher les gens pour qu'ils soient avec toi sur, il a une vraie raison de faire du MMA, j'ai envie qu'il y arrive. Si t'arrives à donner cette réflexion à du monde, tu vas avoir des fans très engagés. Et donc, effectivement, ça revient avec, si les gens s'accordent sur ton why, bah, tu vas te créer une personnalité qui va être fort suivie et qui va être, les gens vont te supporter dans ce projet. C'est ça. Et tu vois, en reprenant, parce qu'on a toujours cet exemple avec la France, mais admettons que Merab dise, moi, j'ai toujours rêvé de faire ça pour la Géorgie. Parce que la Géorgie, ils sont 4 millions, ils veulent montrer que, c'est que tu peux le faire de manière positive comme ils sont en train de le faire en ce moment, en disant on pense que la lutte de Géorgie est meilleure que celle de Russie. Ok. Bon, il peut y avoir aussi une partie politique un peu compliquée avec ces deux-là vu la guerre d'il y a pas très longtemps, mais si jamais tu le fais de manière intelligente et que tu dis que tu veux montrer quelque chose. Je dis une bêtise, hein, quelque chose qui te tient à cœur, tu vois, comme tu disais que le sambo, si le jiu-jitsu serait attends, c'est quoi? If Sambo was easy, it would be called Jiu-Jitsu. Ouais. Mais que tu veux montrer que tu es tellement fan de Sambo que tu veux montrer qu'en fait, le Sambo, c'est ce qui va permettre de pouvoir devenir champion de MMA. Bah, tu vas avoir toute la communauté de Samboïstes qui vont être derrière toi. Et tu peux même aller dans le plus négatif et commencer à trash-talker les gens qui font du jujutsu. Mais de manière, tu vois, il y a des niveaux de... Ouais, c'est ça. Tu décides, en fait, comme tu le fais. Soit tu le fais vraiment en mode provoque et tu sais, encore une fois, que tu vas te faire détester par une communauté. Soit tu le fais en mode, on rigole un peu, mignon et c'est plus sur le ton de l'humour et de la comédie. Mais ce qui est génial là-dedans, c'est que tu vas polariser. Il y a des gens qui vont vouloir prouver que t'as tort, en disant les jujutsu qui vont dire non mais attends mais qu'est-ce que tu racontes, nous le Brésil on va hein. Et puis et à l'inverse tu vas avoir des gens qui te soutiennent, non mais vas-y montre-leur ce que tu sais faire, etc. Donc ce qui fait que tu vas pouvoir créer une communauté autour de toi à travers un truc qui peut être propre et t'aurais jamais pensé qu'en fait une phrase aussi simple peut créer ta personnalité, qui tu es, pourquoi tu te bats, pour quelle valeur. Par exemple bizarrement il y a eu des trucs récemment qui m'ont marqué. Moïcano, il y a personne qui faisait vraiment attention à lui il y a encore 2-3 ans. Franchement, c'est pas méchant, mais... Et puis, Moïcano, il a commencé à parler d'argent, qui est un terme récurrent aux États-Unis, la liberté, le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, etc. Et tout le monde dit, Moni Moïcano, il peut pas se permettre de perdre, il faut qu'il gagne, blablabla, etc. Et en fait, ça crée quelque chose. Il vient avec son livre sur... il a eu certains livres sur... la liberté économique, certaines choses par rapport au gouvernement qui est important. Mais ça crée un personnage qu'on s'imaginait pas du tout. Enfin, tu vois, tu vas pas recommander des livres économiques, sur l'économie à la fin d'un mic, tu vois. Enfin, on te donne le mic et tu parles de ça, c'est quand même super étonnant. Et en fait, maintenant, il commence à y avoir le nom Moni à côté de Moïcano. Et tu te dis, ok, bah vas-y, j'ai envie de voir ce qu'il est possible de faire. Donc, je trouve que les gens qui pensent ça n'ont pas... Tu vois, par exemple, je dis une bêtise, hein, mais je trouve que si... c'est trop dommage que c'est pas du tout sa personnalité, mais si Nassour avait dit « Les gars, il y a quelqu'un qui a parlé mal des musulmans et j'ai juste envie de montrer ce qu'on sait faire. » Sean Strickland, t'es où? Oh là là! Mais il avait dit ça en Arabie Saoudite. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, c'est polarisant, les Américains vont pas aimer, etc. Mais ça, c'est incroyable. Ouais, encore une fois. C'est bon, on encore en a une fois, marre des racistes, tu vois. Et... Ouais, mais encore, tu vas avoir du support d'une partie, tu vas avoir des gens qui vont pas aimer du tout du pays de Strickland en plus. Ils vont vouloir, tu vois, ils vont dire, oh, il l'a provoqué, maintenant il faut qu'on lui fasse un 2-0, tu vois. Mais tu peux le dire d'une belle manière, c'est-à-dire tu peux dire, je dis une bêtise, mais s'il avait pris le micro, bon, bien sûr, c'est pas son style, c'est ce que je dis, mais si t'es son manager et tu dis, écoute, rappelle-toi de cette phrase et tu dis, j'en sais rien, à tous mes frères musulmans, je veux juste vous dire que celle-ci, c'est pour vous
et j'en ai marre qu'on parle mal de nous et j'espère bientôt pouvoir régler la bouche de ceux qui parlent mal. Bah, tu dis ça réveille des trucs, tu vois. Tu parles pas mal des gens, t'as insulté personne, mais t'as tous les gens qui se mettent derrière toi et ça fait quelque chose, quoi, tu vois. Et encore une fois, ça revient, tu vois, ce truc de, tu peux avoir un message ou un why et il y a plein d'angles différents et tu peux choisir l'angle qui correspond à ta personnalité. Voilà, c'est le how. En fait, ouais, c'est ça. Le how. Exactement. On est en train de refaire Simon Sinek version branding MMA. C'est ça. C'est que tu peux utiliser un message qui t'est cher, quelque chose qui te tient à cœur. J'en sais rien, tu vois, tu peux faire des trucs par rapport à n'importe quelle cause, tu peux faire des trucs par rapport à ta famille, tu peux faire des trucs en fait, les gens doivent juste s'identifier à ton message. Et c'est beaucoup plus, et ceux qui veulent avoir un type qui fonctionne super bien, c'est, au plus c'est simple, au mieux c'est. Si on arrive à dire c'est le mec qui, avec une simple phrase, ça fonctionne super bien. En fait, pour reprendre Moïcano, il y a plein de gens sur Twitter, j'arrêtais pas de lire He cannot afford to lose. C'est simple à retenir. Et en fait, le personnage qu'il a créé autour de l'argent, le terme afford, comment on le traduirait en français? Ouais, mais il peut pas se permettre de perdre. Ouais, mais tu vois, en anglais, je trouve que le afford, c'est lié à l'économie, c'est lié aux finances. Se permettre en francophone, en français, ça peut être dans différents milieu, tu vois, ça peut être, ok, je peux pas me permettre de me prendre une amende parce que j'ai pas assez d'argent, mais ça peut être dans d'autres domaines qui touchent pas spécialement à l'argent, donc ça se traduit pas à 100%. Donc je trouvais ça très bon comme exemple parce qu'effectivement il s'est créé en cours de carrière un personnage qui tourne autour de l'argent et maintenant il a une phrase qui lui est accrochée, qui a vraiment le vocabulaire de ce milieu-là. Donc son how est vraiment lié directement à son why. Toutes les phrases qui sont nées et qui crée un branding, c'est énorme. Des simples phrases que tu peux travailler une fois, tu vois. Par exemple, The Champion has a name and it's Charles Oliveira. Mais moi, ça m'a fait vibrer cette phrase. Vraiment, tout le monde, là, on le sait maintenant. Moi, quand il a dit ça, ou tu vois, quand tu vois Khabib qui dit send location, mais c'est genre, vas-y, viens, on est là. On assume, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que tu peux avoir certaines phrases, punchline que tu prépares à l'avance et que on s'imagine pas, on dit ah oui ça doit être naturel, mais non, il y a parfois des agences qui sont derrière tout ça. Bien sûr. Et c'est ça que je disais quand je parlais de c'est le mec qui, si jamais elle se dit c'est le mec qui fait ça. Bon, pardon, il y a la caméra qui me suit maintenant. Bon, c'est Chuck Liddell. Voilà, donc, non, c'est truc. Enfin oui, c'est Ronaldo. Ah, Ronaldo foot. Ok. Je pensais que tu faisais la célébration de Chuck Liddell. Ouais, il est plus écarté. Mais ok, ouais. Mais je voyais pas. Non, mais d'accord. Je voyais pas l'écart. Non, mais du coup, t'as ça. Si jamais tu dis c'est le mec qui a une chevelure bizarre, enfin tu vois, et qui est orange. C'est le touffu. Non mais le touffu. Qui est une chevelure bizarre et qui est orange, tout le monde sait que c'est Trump. C'est en Belgique, c'est celui qui a une cravate rouge. Bah, en fait, c'est un branding tout simple, mais on t'identifie à ce truc. Si jamais on dit c'est un combattant qui a des cheveux roses, bah, voilà, il a réussi déjà avec une simple phrase à se différencier. Mais si en plus on te raconte une histoire, mais c'est pas un bon c'est pas un bon exercice juste de se dire ok, il faut que en tant que combattant, si on dit c'est le mec qui et puis tu rajoutes quelques mots, on sait que c'est toi, t'as déjà gagné le début de ton branding. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça. C'est que avec ce petit truc, on doit pouvoir se dire ok, je sais de qui il parle. C'est pour ça que moi quand j'avais fait Moment Fine, il y a 1000 voyageurs, il y a 1000 personnes qui font des concepts etc. Mais si tu dis c'est le mec qui dit ça, bah, déjà, le plus compliqué, c'est ça, c'est de se différencier des autres parce qu'alors on se rappelle de toi. Il y avait cet exemple connu d'un gars qui s'appelle, je crois que c'est Daniel Priestley qui parle de ça dans Diary of a CEO. Je recommande vraiment ce podcast à tous ceux qui sont. Ouais, il est trop bien. Il est trop bien. Steven, il est vraiment fort. Ouais, il y a un gars qui s'appelle Daniel Priestley qui dit que, en fait, le plus compliqué, c'est qu'on se rappelle de toi. Et il y a 5 manières pour qu'on se rappelle de toi. J'espère que je vais pas oublier les 5, mais bon, voilà. Il faut que je te les retrouve, Yves, si jamais. Mais en gros, vas-y, je suis en train de taper Daniel Priestley. La première, si je me rappelle bien, c'est l'étonnement. Donc, par exemple, t'es en voiture et tu vois des vaches. Bah, tu te rappelles pas de combien de vaches t'as vu. Par contre, t'as une vache qui est mauve. Tu vas dire, ça te sort du truc, tu vois. La deuxième, c'est la sexualisation. Bon, ça, oui.
Ah, désolé. Oh, pour ceux qui nous écoutent juste en audio, John a fait un 2 et sa nouvelle webcam a zoomé sur lui. C'est trop drôle. Je savais pas que ma webcam pouvait faire ça. Eh les gars, pour ceux qui apprécient, voilà, on a une webcam. On a investi. Ouais, On a c'est investi. On a investi. J'ose plus faire des trucs maintenant. Je crois que ça zoome. Donc il y en avait 5. Je t'avoue que je me rappelle pas des 5. Donc il y avait il y avait la sexualisation, la différenciation en étant bizarre. Il y avait, il faut que je les retrouve. Je les mettrai en commentaire. Comme ça, j'oublie pas. Je les Okay, parce ai notés. il y a une fois sur le podcast où moi j'avais élaboré les raisons pour lesquelles tu peux être suivi en ligne. Et effectivement, on avait mis sexualisation, ça c'est un truc qu'on mettait de côté par rapport au MMA, mais bon, on sait très bien qu'il y en a certaines qui prennent la voie OnlyFans. C'est une réalité. Hein. Moi j'avais mis divertissement / comédie, le fait de faire rire, les gens vont vouloir te suivre. Il y a le côté inspirant, donc je sais plus les Charles Oliveira, les Ngannou, avoir une histoire inspirante. Tu avais l'informatif, donc les gens qui vont faire plus des tutoriaux ou t'apprendre des choses tous les jours, ça donne envie de te suivre. Donc ça fait 4 et donc mais pour moi c'était 5, c'était comment se différencier, mais vraiment genre en un rien de temps. Ah oui, la peur. Ouais. Il y avait la peur. Par exemple, s'il y a quelque chose je dis une bêtise, il y a quelqu'un qui vient vers toi vers un couteau, bah, tu vas t'en rappeler directement. En fait, il y a certains, bon, bien sûr, tu peux pas les utiliser comme ça. Ça, n'importe comment, tu vois, mais en gros, ouais, t'avais ces éléments-là. Je me rappelle plus des 2 autres, mais ça va revenir. Et en gros, bah, c'est ça que je voulais dire, c'est que si jamais tu fais quelque chose de weird, d'étrange, bah c'est plus facile pour qu'on se rappelle de toi. Et pour moi, pour revenir sur certains combattants, moi il y en a un qui est quand même assez particulier pour moi, c'est Khamzat. Parce que Khamzat, en fait, on pourrait penser que c'est sa personnalité, mais à la base, c'est vraiment ses résultats qui ont fait quelque chose. Il est rentré tellement rapidement dedans que ça a marqué les esprits. Oui. Et puis après, il a commencé à sortir des phrases smash everybody, kill everybody, blablabla, et qui ont fait sa personnalité. Mais à la base, c'était pas un truc qui avait été créé ou qui avait été pensé de manière crescendo. Tu vois, c'était vraiment genre, ouais, il y a un monstre qui est arrivé, il est en train de faire tout ça, etc. Et c'est ses résultats qui étaient choquants. On peut pas faire ce podcast sans parler de ce pas très bon exemple, mais cet exemple réel, Colby Covington, hein. Début de carrière à l'UFC, il était sur le point de se faire virer. Ensuite, il décide en improvisation de dire filthy animals en s'exprimant au public brésilien après avoir battu Demian Maia. Ouais. Ça lui a sauvé son contrat et ça lui a donné l'idée de créer ce personnage complètement détestable, mais ça lui a donné des opportunités que certains autres n'auraient pas eues. Ça lui a permis de garder son contrat. S'il n'avait pas dit cette phrase, c'est connu, il aurait sauté de l'UFC. Donc voilà, ça reste un exemple. Le dernier title shot qu'il a eu, c'est 100% par cause son. Voilà. Et donc, encore une fois, donc ça revient à ce qu'on disait au début, ça donne des opportunités. Et tout ce que tu veux dire, j'imagine avec Khamzat et moi ici avec Colby, c'est qu'il est jamais trop tard. C'est pas parce que tu es déjà avancé dans ta carrière qu'il est trop tard pour commencer à te poser la question de ok, comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir un branding et de me faire suivre et de me faire apprécier et par conséquent, avoir des meilleures opportunités financières via les sponsors, via la création de contenu, etc. Et à la fois des meilleures opportunités sportives. Je te propose qu'on passe au deuxième volet, peut-être un peu plus rapidement, et tu es vraiment la meilleure personne chez Fight Minds pour en parler, c'est les points d'attention. Donc, pour rappel, hein, pour ceux qui te connaissent pas, donc tu as eu un projet pendant plusieurs années qui s'appelait Mom I'm Fine. Donc, le gars de Mom I'm Fine, c'est toi, hein, on te reconnaît comme ça. T'as eu quoi? C'est quoi ton pic en termes de following? C'était 750 000? Ouais, genre 600 000, je pense. 600 000. Ah, 600 000. En fait, il y a 600 000. Ouais, 600 000. Il y a eu, enfin, si tu rajoutes d'autres réseaux, etc., ça doit être à 700 000, mais le principal, Insta, c'est ça, ouais. Ok. Quels sont les points d'attention quand tu fais de la création de contenu, notamment pour te faire connaître, pour avoir des meilleures opportunités? J'imagine qu'il y a une pression de devoir créer du contenu de qualité. Il doit y avoir une charge mentale. Dans le sport, justement, il y a une pression autre, pas seulement créer du contenu, mais c'est aussi les commentaires, les haters que tu peux avoir, la pression que tu te mets pour tes combats. Et puis évidemment, le point peut-être le plus important, c'est ça prend de l'énergie et ça prend du temps de faire tout ça. Ouais, en fait, si tu veux, je crois qu'on pourrait faire un épisode. Il faudrait qu'on le fasse.
un épisode rien que sur ce truc parce que franchement, ça pourrait intéresser certaines personnes. Je dis pas tout le monde, mais certaines. Parce qu'en fait, tu as différentes stratégies. Et je ferai toutes les délimitations la prochaine fois si tu veux quand on fera un épisode. Mais en gros, tu peux avoir, est-ce que tu es un personnage créé de toutes pièces, comme Covington? Est-ce que tu es quelqu'un qui va juste prendre un narratif en particulier? Et là, je l'avais dit, pour ceux qui se rappellent, j'avais parlé du livre Save the Cat, où il y a différents types de narratifs que vous pouvez choisir. Et un des narratifs, vous plongez dedans et ça peut super bien fonctionner. Donc, par exemple, Golden Fleece, c'est à la recherche de quelque chose, comme Paul Dena. Voilà, à chaque fois, je donne un exemple. C'est je suis quelqu'un de normal qui essaye d'achever quelque chose d'incroyable. Suivez-moi dans ce parcours. Les gens peuvent s'identifier. Ou alors, est-ce que tu viens avec un concept différent? Un concept, c'est ce que moi j'ai fait par exemple. T'as des gens qui faisaient du voyage normal, et puis après avec ce voyage, tu dis, je fais des bonnes photos, j'ai l'air beau, ça c'est ce que tout le monde faisait. Ou alors je viens avec un concept, c'est-à-dire je voyage et moi je disais toujours à ma mère que je vais bien dans des situations dingues, sautant dans l'avion, en étant avec des crocodiles ou n'importe. Et puis ça a ouvert tellement de portes. Pour la petite anecdote, pour ceux qui savent pas, parce qu'on n'en parle jamais sur la chaîne. Mais en fait, ça a ouvert tellement de portes que j'aurais jamais imaginé. Il y a eu campagne avec Cristiano Ronaldo, un nom sur un avion. On allait mettre un satellite dans l'espace avec écrit Mom Fine dessus. Il y a eu une série à la télé pour tous les Belges sur RTL, Plug RTL, Club RTL, RTL TV, etc. qui s'appelait Mom Fine, la série. Et là, maintenant, on travaillait encore sur un film pour Netflix. Donc, ça a ouvert énormément de portes. Et en fait, en gros, c'est parce que le concept est fort et que les gens arrivent à s'identifier que tu peux créer tout ça. Donc, il y a des gens, il y a différentes stratégies. Donc, je donne quelques petites bribes avant de pouvoir faire l'épisode, je crois, complet là-dessus. Mais par exemple, tu peux faire un truc qui peut être un événement ponctuel qui va faire en sorte que tu deviennes connu, qui est très fort. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple extrême, mais comme ça parle à tout le monde. Une sextape. On le sait, par exemple, Kim Kardashian. À la base, sa famille n'était pas aussi connue, mais c'est depuis sa sextape. Enfin, sa famille était un petit peu connue avant, mais ce qui a vraiment fait tout exploser, c'était la sextape. Et c'est pas la seule. il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes aussi qui ont surfé sur un moment, donc un truc qui pète, et à partir de là continuer. Et ou alors tu peux faire un petit à petit avec tout le narratif que j'ai expliqué avant. Ouais. Ensuite, tu vas avoir la différence, c'est aussi comment faire en sorte de maintenir l'attention. Un énorme problème qu'ont les gens, c'est tu peux avoir de l'attention pendant un certain temps, mais comment est-ce que tu fais pour le maintenir? Il y a des spécialistes pour ça. Cédric Doumbé est un spécialiste pour maintenir l'attention. Conor McGregor, qu'on le veuille ou non, il est spécialiste pour maintenir l'attention. Parce que techniquement, factuellement parlant, le gars n'apporte plus rien à quelque industrie que ce soit depuis bien longtemps. Mais par contre, il arrive à garder l'attention des gens à travers des histoires parfois positives, parfois très négatives. Mais il est toujours... souvent très négatif pour le moment. Souvent très négatif, voilà, c'est ça. Parce que le négatif est plus facile pour pouvoir propager de l'information. Je crois que c'est 7 fois plus rapide, ça à vérifier, mais c'est pour ça que les gens... Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que c'est relou parce que, avec ma femme, hier, on parlait de ça, je fais un complet aparté, mais elle a lu à un endroit que maintenant, il y a des spécialistes qui disent que l'allaitement, il faut pas dépasser 6 mois. Tu étais là, tu fais, ok, les gens cherchent vraiment à avoir des sujets qui vont choquer parce que ça fait du clic et c'est vrai que ça va plus faire cliquer que rappeler que l'allaitement jusque 2 ans, c'est ce qu'il y a d'optimal. Enfin, bon, je pars sur un autre débat, mais c'est vrai qu'on rentre on est complètement dans un monde où le négatif fait cliquer et c'est problématique pour plein de raisons différentes, notamment la mésinformation. Oui, le souci, c'est ça, c'est que ton cerveau est formaté pour pouvoir voir les endroits où pourrait y avoir des soucis pour pouvoir te protéger. Donc, une information négative qui t'arrive, tu vas donner beaucoup plus d'attention à cette information qu'une information positive parce que tu dois pas t'en méfier. Et donc, du coup, tu es plus susceptible de retenir ce type d'information. Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile de faire du buzz avec quelque chose de négatif qu'avec quelque chose de positif. Colby Covington, voilà. Le mec était méconnu quand il parlait neutre et il fait une insulte et en fait, c'est devenu son père. Mais même s'il avait dit, j'ai sauvé 100 enfants d'une mort imminente. Ah ouais, très bien. Et puis 2 semaines après, on t'a oublié. On a oublié ce que t'as fait. Enfin, donc, alors que là, s'il insulte tous les Brésiliens en disant que, je sais plus ce qu'il avait dit par rapport aux vaches, là, les gens s'en rappellent encore des années après, quoi. Et font qu'en fait, il reste encore à l'UFC. Donc,
Donc donc en fait, une chose c'est de pouvoir avoir de la visibilité, en générer, et la deuxième c'est pouvoir la maintenir. Et ça, c'est un des aspects qui est le plus compliqué. Ouais. Bah ça, on en parlera encore. Je te dis, je crois que c'est vraiment un sujet qui peut être intéressant, surtout pour les personnes qui se disent, voilà, je suis combattant, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire pour développer cette partie-là. Je crois que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Mettez-nous en commentaire si ça vous intéresse, parce que au-delà des combattants, je pense que ça peut aussi intéresser monsieur, madame, tout le monde, parce que soit ils vont comprendre comment le faire pour eux à leur niveau, même si les exemples sont tirés du MMA, ou simplement pour essayer de comprendre mieux pourquoi ce combattant-là est plus connu que celui-là, et essayer de comprendre les stratégies de communication qui ont été utilisées par certaines des stars d'aujourd'hui. C'est ça. Et enfin, sachez que ça peut s'appliquer à n'importe qui, hein. Je donne des exemples. Un professeur de maths, il y a un professeur il y a pas longtemps qui a donné des cours online qui ont explosé parce qu'il avait une manière très différente de pouvoir expliquer des cours à certaines personnes. Il a gagné énormément d'argent. Vous voulez être, j'en sais rien, un fleuriste et vous venez avec des concepts innovants sur comment faire quelque chose de joli avec des fleurs et tout le monde vous achète des fleurs. Enfin, ça peut avoir des impacts sur n'importe quel business. Je crois qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une meuf qui était méga suivie sur TikTok parce que elle nettoyait des maisons absolument dégueulasses et elle montrait comment elle le faisait. C'est ça, bien sûr. Et ouais, ça c'est sa question. Moi je regarde ce genre de type de contenu. C'est trop bizarre, mais ceux qui nettoient les voitures, elles sont pourries, éclatées, et après ils en font quelque chose d'incroyable. Et puis tu dis bon ben, c'est où tout peut intéresser. Il faut trouver l'angle. Il faut trouver le why et le how. Ouais, c'est ça. Et puis c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis, c'est que je comprends qu'en plus cette chaîne, on attire énormément de personnes qui sont des spécialistes du sport et qui sont intéressés principalement pour les aspects sportifs. Mais je sais qu'il y a parmi vous des coachs, des combattants, il y a un petit peu de tout. Et on essaye juste de faire comprendre qu'en fait, c'est un business et que si vous voulez faire en sorte de pouvoir prospérer, d'aller le plus rapidement vers des objectifs, il faut vraiment prendre ces aspects en considération et que ça peut aider. Et donc, c'est pour ça qu'on décide d'en parler. Ouais, en fait, donc il y avait un lien qu'on voulait absolument faire. On en a parlé en off. C'est un peu ce narratif des gens qui n'aiment pas les réseaux, qui disent on lui a donné parce que il est connu et pas parce qu'il a le mérite sportif, et c'est injuste. Et en fait, un élément qui est important, c'est que se faire connaître sur les réseaux, ça prend du temps, c'est aussi de l'énergie. Donc il y a un certain mérite dedans. Alors c'est pas un mérite directement sportif, mais c'est beaucoup plus facile de juste s'entraîner, combattre et ne pas parler. Beaucoup plus facile. Donc, en un sens, il y a du mérite à obtenir des opportunités parce qu'on a construit quelque chose sur le côté, parce que comme on l'a dit, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça rajoute une pression, et donc il y a un mérite à ça aussi. Et je pense que c'est une façon aussi de recalibrer un peu et refaire face à cette réalité. Aujourd'hui, ça fait partie du sport, le branding, la communication, et il y a un vrai mérite à le faire. Oui, il y a quelque chose dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, mais qui sont des manières de pouvoir grandir et d'accélérer sa carrière grâce à tout ce qu'on a dit là sur la partie divertissement. Enfin, divertissement, j'aime pas le mot. Entertainment est mieux en anglais que divertissement en français. Mais en gros, j'ai déjà vu des collaborations qui sont faites et que j'ai trouvé super intéressantes. En gros, il y a certaines personnes qui croient en eux et qui disent voilà, moi je sais que je vais arriver à tel objectif et j'aimerais pouvoir avoir un maximum de content sur mon ascension ou l'arrivée à tout ça. Et en fait, ils ont été voir une autre personne qui pouvait leur apporter quelque chose, donc par exemple un vidéaste, et leur dire écoute, voilà, je te propose quelque chose, si moi je te montre mon plan, ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'arriver, etc. Je vais tout faire pour arriver à ce truc-là. Est-ce que toi, tu es prêt à prendre le pari avec moi et de suivre tout ça avec la caméra et de faire les vidéos et qu'on travaille ensemble? Si jamais j'y arrive, je te donne un pourcentage sur tous les revenus qu'il y a sur la partie promotionnelle et n'importe, parce que tu as été là depuis le début. C'est des possibilités. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on cherche chez Fight Mind. Si vous êtes un community manager et que vous voulez développer nos réseaux sociaux, il y a moyen de négocier une bonne partie du revenu, parce que pour l'instant, en dehors de YouTube. Ben voilà, c'est que non, vraiment, trouvez mon adresse mail, envoyez un CV. Non, mais c'est sûr. Bah, ça, c'est un super bon exemple, tu vois. Tu dis à quelqu'un, tu dis voilà, écoute, moi j'ai pas le temps. C'est un bon exemple. Je suis papa. Je fais tout ça. J'ai pas le temps de pouvoir faire des mini-clips de tout ce qu'on a. On aimerait le mettre sur TikTok, sur YouTube, n'importe. On sait que ça pourrait générer une certaine quantité d'argent
avec les AdSense, avec les sponsors qu'il pourrait y avoir avec tout ça. Si quelqu'un fait tout ça, bah écoute, nous on donne une partie. C'est un super bon exemple. Sauf que ici, le pari est déjà un peu moins risqué parce que c'est déjà une chaîne qui a des dizaines de milliers de personnes qui suivent. Mais imagine. Donc on va recevoir beaucoup de CV. Exactement. Mais si jamais tu prends quelqu'un, donc par exemple un combattant, qui dirait ça, bah tu peux prendre quelqu'un qui est, j'en sais rien, en études de audiovisuel et lui dire écoute, viens on fait ce projet ensemble et on développe cette partie ensemble. Et si jamais la personne est vraiment convaincue par les résultats qu'il pourrait avoir et qu'ils créent la chaîne et qu'ils essayent de chercher les doses perfectionner, etc. Mais les résultats, ils peuvent être énormes, vraiment énormes. Mais c'est une vision un peu plus américaine des choses. Ça, c'est le genre de truc qu'on voit un peu plus aux États-Unis. En Belgique, il y a quelqu'un qui a fait ça. D'ailleurs, avec qui t'as déjà fait un truc qui s'appelle... C'est Average Rob. Average Rob, ouais. C'est marrant parce que je voulais parler de lui il y a pas longtemps, enfin dans cette vidéo, en début de vidéo, quand tu prenais l'exemple des personnes qui pourraient générer beaucoup d'intérêt, mais avec un avis général positif. Tu vois, on a parlé de Ngannou, de Charles Oliveira. Je suis persuadé que si Average Rob il a décidé de faire un triathlon, il a fait son projet sur 1 an, il y est arrivé, c'était incroyable. S'il décide de faire le même projet en MMA, je pense qu'il sera suivi et soutenu par 100% si jamais lui, il y a personne qui sera contre lui. Non, mais si lui, il fait du MMA, je t'explique, là, il éclate mais en Belgique, ça explose le MMA s'il le fait. Donc, pour ceux qui savent pas, je donne rapidement. On le contacte après le podcast? Moi, je serais chaud. Moi, c'est un pote, si tu veux, je peux lui envoyer un message. Let's go. En gros, Average Rob est un gars qui a longtemps avait fait, en plus, en même temps que moi, on avait fait ça en même temps, il avait créé un concept qui s'appelait Average Rob. En gros, il se photoshopait avec des stars dans des situations drôles. Ouais, c'est vrai qu'il s'est fait connaître comme ça. Et c'est Obama qui avait repartagé. Ouais, il y a Obama qui a repartagé parce qu'en fait. Mais vous avez vu cette image? C'est un gars, genre, il dort bourré dans un métro et il y a Obama qui est juste à côté de lui avec ses deux gardes du corps. Oui, il voit un truc entre Angelina Jolie et Brad Pitt, etc. Et c'est des Photoshop, mais à l'époque, c'était pas aussi facile que maintenant. Et en fait, ça devient viral son truc, ça monte et à un moment, il se retrouve dans la même situation où je crois qu'on n'en a jamais parlé sur cet aspect-là, mais je crois qu'il se retrouve un peu dans la même situation que moi, où il se retrouve dans une prison créative où il peut faire que cette partie-là. Moi, comme enfin, il est lui que ça. Et donc, lui, il décide de créer une chaîne YouTube. Et en fait, il a un gars, il propose à Milan de rentrer de partager avec lui. Milan, qui est un incroyable vidéaste. Et il lui dit, parce qu'il faisait des trucs avec son frère. Donc, c'est Average Rob. Et Arnaud, c'est ça, exactement. Donc, ils font un truc ensemble et ils lancent un nouveau projet qui dit qu'ils vont à chaque fois essayer des trucs un peu fous. Donc, par exemple, apprendre à être patineur artistique, j'en sais rien, je dis une bêtise, avec un champion du monde, et puis ils doivent apprendre. Mais sauf que le gars, il est vraiment très très fort pour commencer un sport. Ouais, et il avait fait un truc avec Chris, c'est trop cool, il avait fait un truc avec toi, mais au tout début. Et là, maintenant, le gars a des centaines de milliers, genre, je crois même millions de personnes qui suivent. Il a un engouement incroyable et il a décidé de faire un Ironman. Mais quand je dis que sa condition physique, c'était une catastrophe, lui et son frère, et qu'il décide de le faire en 1 an, et il monte tout l'entraînement, mais ça a été vu, mais la vidéo, j'ai eu des frissons. Il y a un moment, je crois que j'ai même eu les larmes aux yeux. C'était incroyable, ces vidéos. Et justement, c'est ça, c'est que le message positif que lui donne dans ses vidéos. Il a fait 3 millions de vues sur The Day I Became an Ironman. Et attends, tu dois rajouter les vidéos avant qu'il monte de préparation. Donc c'est beaucoup plus que ça, plus les vidéos sur TikTok, etc. Non, c'est énorme. Et donc il a lancé plein de projets qui ont percé. Et là maintenant, quand j'ai vu, quand je vois ça, c'est un super bon exemple, le gars. D'ailleurs, je le donne dans la masterclass où tu vois que il y a moyen, avec des bonnes valeurs, sans aller dans le trash, de montrer quelque chose qui est extrêmement positif. Et lui, je suis persuadé que si jamais il devait faire un combat et de faire un combat d'MMA et qu'il devait se préparer, non seulement je pense qu'il serait bon, c'est fou, mais je pense qu'il serait vraiment bon. Ouais. Et 2, pour le cours que j'ai donné, donc pour l'anecdote et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez voir la vidéo, elle est vraiment super. Enfin, c'est pas parce que je suis dedans, mais elle est vraiment cool à regarder, quoi. Non, mais encore une fois, ça revient à ce que tu dis. Milan, il est incroyable. L'énergie de Average Rob et de Arnaud de Kid, c'est pour péter de rire. Et donc en gros, je les ai entraînés 2 heures ici chez moi, vraiment les fondamentaux. Et puis ils ont fait un sparring contre Donovan Desmaé, donc combattant professionnel que j'avais. Et franchement, ils se sont bien débrouillés. Enfin bon, ils se sont fait laver, tu vois, mais le niveau qu'ils ont pu obtenir en 2 heures, j'étais vraiment impressionné. Ouais, c'est ça. Bah du coup, je pense que le gars apprend extrêmement vite. Hein. Il y a vraiment, il a quelque chose, ce gars. C'est vraiment. Il est pas average. Non, pas du tout. C'est ça qui est fou, c'est que
chaque fois, il dit qu'il va tester un truc et puis il te fait des trucs, genre, avec un BMX, je crois qu'il devait se faire un backflip et il ose, il le fait, Backflip en 2 fois. heures, ouais, c'est un truc Ouais, de puis dingue. C'est un truc de il dingue. essaye de sauter d'un plongeoir, mais genre, il fait genre 14 mètres ou un truc comme ça, il arrive à faire des trucs de fou. Franchement, sa chaîne, c'est une chaîne que je recommande, il est vraiment très très bon et je pense que ce genre de profil-là, si jamais il se mettait sur le MMA, ce serait extrêmement positif pour notre sport parce que rien que lorsqu'il s'entraînait, il s'était mis sur, je crois que c'est Strava ou un truc comme ça. Et je crois que pour la course, il y avait 30 000 personnes qui suivaient sur l'application en live. 30 000 personnes. Mais non, ce serait exceptionnel. Mais bon, c'est ça que j'allais dire, c'est que pour revenir au sujet, parce qu'on a fait quand même un gros cut. Moi, je trouve qu'il y a plein de gens qui sous-estiment toutes les possibilités. Je trouve qu'on a vraiment fait que gratter la surface de toutes les possibilités de ce qu'il y a moyen de faire avec une identité digitale, on va dire, et même du branding, etc. Il y a moyen de faire vraiment des choses qui sont incroyables. Par exemple, un autre exemple, bon, c'est encore un Belge, mais Stromae, pour moi, justement, son branding était tellement exceptionnel qu'il est différent des autres chanteurs pour moi. Il a vraiment, il était bon en termes de production et tout ce qu'il faisait, mais en plus de ça, il créait un univers autour de lui avec une certaine identité sur des textes tristes avec une musique qui est enjouée, avec des vêtements qu'on reconnaît mais qui sont, tu le vois, tu sais que c'est à lui, sa manière de danser c'était à lui, enfin tout ce qu'il faisait en fait, tu savais directement qu'il avait une identité et en fait c'est ça qui a fait que ça l'a propulsé et qu'il a mis sur, enfin il a fait je crois 3 jours d'affilée Madison Square Garden sans parler anglais, enfin ça s'est jamais vu dans l'histoire de New York quoi, tu vois. Donc c'est ça que je dis, c'est que pour moi c'est trop facilement regardé de manière un peu paternelle, enfin un peu pompeuse, de dire voilà en fait non tout ça ça ne regarde pas, alors qu'au contraire si tu prends un tout petit peu de temps, la quantité de temps que tu vas investir dedans par rapport au retour que ça va avoir, ça va décupler ta carrière. Ouais, c'est ça. Si tu le fais bien, c'est non négligeable par rapport à une carrière et ça peut vraiment propulser de manière exponentielle tout ce que tu aurais pu avoir sans le faire. Ouais, c'est ça. Le dernier point, bon, vraiment là on va clôturer, mais un dernier point à souligner, c'est l'après-carrière aussi. Hein. Si tu fais ça, ton après-carrière est beaucoup plus facile que si tu ne le fais pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, et en plus on le sait malheureusement quand on voit déjà l'âge d'Adesanya et qu'on pense qu'il va peut-être se retirer, c'est de dire à quel point bon il va faire quoi pendant les 60, enfin allez 50 années restantes de sa vie. Enfin tu vois, tu dois pas oublier tout le temps qu'il te reste après. Bon lui ça va, je m'inquiète pas trop d'un point de vue économique, mais tout le monde n'est pas Adesanya, tu vois, donc tu dois quand même te dire bon si j'arrive à être une personnalité, si j'arrive à être invité sur des plateaux et à attirer des gens, etc. C'est mieux, quoi, tu vois. Et regarde ce que ça t'a ouvert à toi, rien qu'avec Fight Minds, tu vois. C'est sûr que si c'était juste la partie technique et tes connaissances n'auraient pas été pareilles que le fait que tu aies développé une identité digitale, quoi, tu vois. Ouais. On a fait un tour. Ah voilà. Je pense que c'est un sujet où on pourrait parler encore longtemps. Donc, ce que je propose, c'est mettez-nous en commentaire ce qui vous intéresse comme approfondissement par rapport à ces sujets, notamment ce que John suggérait en termes de stratégie pour se faire connaître. Ça c'est un sujet qu'on peut prendre sur les semaines où il y aura moins d'actualités à traiter. Et puis, s'il y en a d'autres que vous voulez qu'on approfondisse, avec grand plaisir. John, merci. Avec plaisir. Franchement, t'as géré sur. Non. Ciao. Ciao.